Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre rendez-vous culturel Café des Arts, l'émission qui vous emmène découvrir les plus grandes figures culturelles et artistiques du pays. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, est un auteur assez prolifique et original de par ses thématiques. Un auteur qui varie entre plusieurs genres littéraires, allant du fantastique, drame, historique et voire même policier. Il sera dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. Mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, l'un des acteurs les plus prolifiques et originaux de sa génération, Monsieur Mehdi Messoudi. Mehdi Messoudi, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour partager un café. Merci pour l'invitation, je suis très content d'être parmi vous. Alors Mehdi Messoudi, on rappelle quand même à nos chers téléspectateurs que tu es déjà à ton 4e ouvrage publié, avec un 5e déjà fini. Tout à fait. Pour une publication imminente, je l'espère. Ce ne sera pas pour cette année, mais j'espère me faire publier l'année prochaine. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on espère le découvrir très très bientôt. Alors Mehdi, tu es quand même un auteur, on vient de le dire, 4 ouvrages déjà publiés, tous variant entre différents styles littéraires. Donc déjà avant de commencer et avant d'en parler plus en détail, pourquoi le domaine de la littérature? En fait, mon premier amour artistique s'est concentré d'abord dans le cinéma. Je voulais être scénariste et metteur en scène. Scénariste et metteur en scène car je ne concevais pas réaliser des films dont le scénario n'est pas écrit par mes soins. Donc voilà, c'est comme ça que j'envisageais les choses, c'est comme ça que j'envisageais de commencer ma carrière. J'ai écrit mes premiers scénarios au moment où j'étais à l'université et j'étais convaincu que ça allait être la trajectoire que j'allais emprunter. Oui, et tu voulais être l'auteur de tes propres films? Tout à fait, je voulais être l'auteur de mes propres films. Ensuite, j'ai été confronté à la réalité et je me suis aperçu que je ne pouvais pas devenir metteur en scène. J'ai saisi quelques opportunités, mais qui ne se sont pas concrétisées. Même en termes de moyens, c'est pas aussi évident. Même aussi. En termes de moyens. Ouais. Un film coûte excessivement cher. Et de toute façon, j'avais toujours voulu devenir écrivain. Mais c'était une trajectoire que je voulais emprunter après avoir fait mes débuts en tant que metteur en scène. Et vous vouliez être le Tarantino? Oui, mais pas avant l'âge de 35 ans. Mais finalement, j'ai commencé mes premiers travaux bien avant. C'est quand je me suis rendu compte que ma carrière de cinéaste n'allait jamais naître. Donc j'ai décidé de. Bon, on espère quand même une future carrière de cinéaste aussi. Mais, je sais pas, mais en quelque sorte. Tu as voulu favoriser. Ça m'arrange plus maintenant d'écrire parce que j'ai l'impression quand j'écris mes nouvelles ou mes romans, c'est que j'arrive à conserver ma vision artistique intacte. Oui. Je pense pas que j'aurais eu cette chance. C'est vrai, il n'y a pas d'interférence de producteurs. Tout à fait, il n'y aurait pas eu de coupure, il n'y aurait pas eu des divergences artistiques. Tout à fait. Mais je pense qu'ainsi c'est mieux. Oui, sauf s'il y a une grande opportunité qui se présente. Oui, c'est que vous avez une liberté totale et aussi tu intègres tous les éléments que tu veux. Tout à fait. Donc, si tu as, et c'est là où on voit aussi le style. Parce que tu as quand même un malin plaisir à varier entre les styles. Parce qu'il n'y a pas, par exemple, tu n'as pas un ouvrage typiquement dramatique ou un ouvrage typiquement historique. Toujours, on retrouve de l'horreur, de l'histoire. En fait, j'ai toujours ce besoin de me renouveler. C'est-à-dire me cantonner dans un seul genre ou dans une seule thématique ou un seul style. C'est quelque chose qui ne me convient pas et je cherche à chaque fois
une évolution dans ma carrière. Je pense que c'est très important. C'est à chaque fois de proposer quelque chose de frais et de neuf. Oui, Ouais. proposer quelque chose de nouveau et aussi, comment dire, travailler sur des choses qui sont plutôt à contre-emploi. Et pour moi, un auteur ou un artiste peut aborder toute thématique Oui. selon sa propre vision ou son propre ressenti. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc si par exemple j'écris un roman historique, je me vois mal écrire un autre roman historique ensuite. Il faut que je fasse une sorte de rupture par rapport à mes ouvrages précédents. Oui, pour pas aussi que ça soit redondant aussi. Oui, Il faut que chaque œuvre se démarque par son originalité. tout à fait. Ouais. On retrouve beaucoup d'aspects scénaristiques, notamment dans le premier. Le premier qui Tout à ressemble fait, beaucoup oui. plus à un scénario qu'à une nouvelle. Oui, moi-même je le considère comme un scénario. Hein. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a aussi, c'est pas seulement le cinéma qui m'a inspiré aussi, c'est la littérature américaine. Parce que chez Steinbeck, chez Caldwell, ou chez Hemingway, il y a une forte présence des dialogues. N'oublions pas que les auteurs américains que j'ai cités aussi ont eu un petit parcours à Hollywood. Oui. Notamment Steinbeck, Hemingway, même Dalton Trumbo, Fitzgerald, absolument. même Faulkner. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, comme en termes de littérature, j'ai été d'abord attiré par la littérature américaine, par le cinéma. Oui. Je pense qu'il a été tout à fait normal Oui. qu'il y ait une forte présence De des l'imagerie. dialogues, Oui, et de l'imagerie cinématographique. des descriptifs, de l'imagerie C'est vrai. C'est vrai. dans mes écrits. Donc justement, là, on arrive justement à ton premier ouvrage. Oui. Donc comment tu as passé le cap justement de de te lancer définitivement dans la littérature? En fait, je vais te raconter une anecdote. Oui. Dans ma carrière littéraire, j'ai été soutenu par ma femme. Et c'est une personne qui a vraiment cru en moi. Et elle m'a encouragé, elle m'a dit que tu devrais te mettre à écrire. Le cinéma, ça risque de jamais arriver. Oui, oui. Ou Maintenant, prendre longtemps. Maintenant, il faut que tu oui. te lances. Oui. Il faut que tu te lances dans la littérature. Je lui ai dit très bien, je commence demain. Ah, d'accord, direct. Et j'ai commencé le lendemain. D'accord. J'ai commencé le lendemain en écrivant au milieu du champ de lavande. D'accord. C'est une longue nouvelle. Bon, certains pensent que c'est un roman court ou une novella, mais pour moi ça reste une nouvelle, d'autant plus que j'ai toujours eu une grande passion pour la nouvelle. Il y a eu d'abord Poe, il y a eu Lovecraft, ensuite il y a eu des auteurs comme Borges, comme, Oui. Oui, tout à fait. comme Cortázar ou Kafka ou Stefan Zweig, Ah, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. qui étaient connus pour la qualité de leurs nouvelles. Ouais. Et donc, pour moi, ça m'a paru assez normal de commencer Logique, par oui. la nouvelle. Absolument. C'était Ouais, une petite tentative et pour voir dans ce que ça l'ordre donne. des choses. Oui. Donc voilà. Mais mes inspirations étaient les auteurs fantastiques Ouais. américains, en l'occurrence Poe et Lovecraft. Ouais. Justement, on rappelle à nos chers téléspectateurs que cette nouvelle-là, c'est celle-ci, Au milieu du champ de lavande. C'est le premier ouvrage de Mehdi Messaoudi qui a été publié chez Dar el-Adib. Je me suis fait publier. Je ne m'attendais pas à sa réussite parce que l'ouvrage a plutôt bien marché, surtout Oui, oui. ici au niveau d'Oran. Il y a aussi le salon l'Ouest. Trottoir où tu avais, où tu, il y avait une séance, tu avais organisé une séance dédicace, je pense, au salon Trottoir. Et ça, Oui, ça a été oui. un véritable carton là-bas. Ça a très bien marché, étonnamment, oui. Oui. C'était en 2017, début 2017, je crois, Ouais. si mes souvenirs sont bons. Ouais. Ça a très bien marché. Et c'est quelque chose qui m'avait plutôt étonné et ça m'a poussé à, on va dire, à publier d'autres ouvrages. D'autres ouvrages, absolument. Alors, Mehdi Messaoudi,
par rapport à l'écriture, tu as dit que ta femme t'a encouragé et tu t'es décidé à attaquer le lendemain l'écriture de cette histoire. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette histoire était déjà ancrée dans ton imaginaire ou tu as commencé à l'imaginer le jour même de son écriture? En fait, je vais te raconter comment a commencé l'histoire d'Au milieu du champ de lavande. Je ne sais pas pourquoi, mais à partir d'un simple détail comme ça, un mauvais rêve ou un cauchemar, j'ai tissé une toile autour. Et ça a donné cette nouvelle. En fait, je n'avais pas une idée précise. Bon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment intéressé par les anti-héros. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous tes romans pratiquement, sauf le deuxième. On va en parler d'ailleurs. Oui, je me sens plus proche de l'anti-héros que du personnage héroïque ou du vilain, ou du personnage foncièrement mauvais. Mais justement, en parcourant ton travail, je me suis posé la même question. C'est pourquoi je me suis posé cette question, c'est pourquoi il prend un malin plaisir à nous faire suivre le parcours d'un anti-héros et d'un personnage qui n'est pas du tout sympathique. Ben, c'est ça, enfin le but de ça, c'est que c'est facile de faire aimer un héros aux lecteurs dans la littérature et aux spectateurs dans le cinéma. Pour moi, c'est quelque chose de simple. Oui. Mais de faire apprécier un anti-héros, un personnage qui a des défauts, beaucoup de défauts, et pas des moindres, quelques qualités. La capacité de faire aimer ce personnage, je pense que c'est un challenge. C'est un challenge, c'est très difficile. Oui. Et mais ce que tu réussis avec brio, c'est que tu arrives justement à nous faire avoir de l'empathie pour ce type de personnage. Ben, je suis content que ça a pu être concrétisé par rapport à toi. J'espère que c'est la même chose par rapport à mon lectorat. Vu les retours que tu as reçus, notamment pour le 3e ouvrage et 4e surtout, eh bien, je pense que c'est réussi. Bah, tant mieux. Alors maintenant, Nadim Saouli, un point qui revient aussi souvent et que j'ai relevé lors de la découverte de tes ouvrages, c'est le fait que tu ne dresses pas l'action de tes intrigues forcément en Algérie. Donc si on prend le cas de ta première nouvelle, donc ça se passe littéralement en Bulgarie. Tout à fait. Et avec un personnage bulgare, c'est Dimitar. Oui, bon, il n'y a pas d'algérianité du tout dans cet ouvrage, je tiens à le préciser. En fait, quand j'ai entamé ma carrière, pour moi, un auteur, algérien en l'occurrence, n'était pas censé écrire un ouvrage qui se déroulait principalement en Algérie. Donc, je n'avais pas cette idée au départ. Pour moi, le plus important, c'était d'écrire des histoires universelles. Elles pouvaient se dérouler en Bulgarie comme dans le cas d'Au milieu du champ de lavande. Elles pouvaient se dérouler en Chine, aux États-Unis, peu importe. Oui, c'est une histoire que tout le monde peut lire. Donc oui, j'avais pas, on va dire, l'idée que en fait, voilà, un auteur algérien doit écrire des histoires en Algérie avec des personnages algériens. Et pour un public cible typiquement algérien. Voilà, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. C'est que quand j'ai écrit Au milieu du champ de lavande, bon, quand on débute et tout, on essaye toujours de promouvoir son travail. Du coup, quand on essaie de promouvoir son travail, on a tendance à aller vers l'autre pour qu'un écrit soit plus ou moins connu par certains lecteurs. Histoire de parler un peu de tous tes ouvrages, donc tu as enchaîné ensuite avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Donc là, on est littéralement dans un roman court, on peut clairement le qualifier comme tel. Roman social. Oui. Et qui se passe entièrement en Algérie, dans la wilaya de Tlemcen. Et ça parle là d'un drame social. C'est-à-dire que les protagonistes sont d'origine de Tlemcen, mais ça se passe à Oran. À Oran, absolument. Et c'est pétri d'amertume. Pétri d'amertume, oui. Là, c'est publié chez Media Index et tu as décidé avec cet ouvrage de t'attaquer à, on va dire, l'hypocrisie sociale.
un peu. Si on peut relever le thème principal de ce roman court, c'est littéralement ça. Ça parle d'un boulanger qui va se retrouver persécuté par la communauté locale, on va dire, de son entourage, à cause d'un incident qui n'est même pas de sa faute. Tout à fait. Bon, avant de parler de cet ouvrage, je tiens d'abord à saluer mon éditrice à l'époque, Melika Chalel, qui a cru en moi et sans qui je n'aurais pas publié cet ouvrage ni celui qui allait suivre de l'autre côté. Donc je tiens quand même à la saluer. Donc Pétri d'amertume, c'est un roman social. Tu l'as bien décrit. Donc c'est l'histoire d'un boulanger pâtissier qui a été frappé par une tragédie déjà auparavant et qui se retrouve en train de prendre soin de son fils. Et donc le roman est une sorte de descente aux enfers. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus authentique possible parce que ça peut concerner tout le monde. Oui, tout à fait. Ça peut concerner tout le monde. Et du coup, voilà, ça a donné un roman authentique. Je l'espère. Très dur. Très dur d'ailleurs. Très dur parce qu'il y a une vision assez pessimiste de la société. On va dire problème après problème, problème après problème. Il n'y a pas de moment de répit, on va respirer un peu. C'est un enchaînement de mauvais événements pour le protagoniste, jusqu'à arriver à un dénouement des plus brutaux. Tout à fait. J'ai opté pour une vision pessimiste et on va dire certains pourraient percevoir la chose comme étant absurde, mais chacun sa perception des choses. Mais j'ai opté cette vision. Bon, certains ont trouvé ça tout à fait terrible et d'autres ont trouvé ça réaliste. Oui, réaliste, c'est le terme. Donc voilà, j'en suis plutôt fier. Oui. D'ailleurs, même là-dessus, même dans cet ouvrage, on retrouve beaucoup de cinématographie, on va dire, notamment de Polanski, la manière de dresser justement cette persécution abusive. On trouve des éléments du Locataire, par exemple, ou de Rosemary's Baby. C'est bien que tu parles de Polanski parce que pour moi, ce qui ressort le plus dans l'œuvre de Polanski, notamment ses œuvres plus ou moins horrifiques ou thrillers, c'est le seul contre tous. Le personnage principal, en l'occurrence Idriss Kazitani, était seul contre tous. Bon, en même temps, ce n'est pas une société qui est totalement malveillante parce que il a été aidé en même temps par certains personnages bienveillants. Notamment, il y a eu l'officier Fersi qui a tenté d'aider Idriss Kazitani. Il y a bien sûr aussi la présence de son fils. Qui joue un rôle très important d'ailleurs. Qui est un enfant assez mature mais cette maturité elle a eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'absence de la mère, la présence du père et on va dire que il était contraint d'être mature, il était contraint d'être solide dans une société qui n'allait pas lui accorder le moindre repos. Tout à fait. Donc, bon, voilà. Bon, déjà, pour ne pas trop gâcher la surprise pour nos chers téléspectateurs qui veulent peut-être le découvrir, donc on va directement passer au suivant, parce qu'il y a beaucoup d'éléments et c'est un roman assez riche en détails. Oui, mais on n'a rien spoilé. Exactement, ça serait bien de laisser un peu la surprise pour la suite. Alors là, Mehdi, on va arriver à ce que je pourrais qualifier de ton chef-d'œuvre. C'est le roman. C'est quand même un sacré pavé qui en a suivi. C'est quand même un roman assez dense. Je me suis lâché. Oui, c'est en troisième. Ça va de l'autre côté. Alors là, c'est littéralement, tu es parti en roue libre, on va dire. Alors là, tu t'es mis dans la peau d'un Français durant la guerre d'Algérie. Un Français raciste, pro-colonialiste.
et qui va partir en Algérie lors des derniers jours, on va dire, de l'Algérie française. Les derniers jours de l'Algérie française. Donc, en fait, je me suis mis dans la peau d'un parfait anti-héros. On pouvait pas. Oui, là-dessus, on ne pouvait pas rêver mieux. On pouvait pas rêver mieux. Oui. Donc, c'est l'histoire d'un métropolitain, je tiens à le préciser. C'est pas un pied noir ou quelqu'un qui était sur le territoire algérien, Oui. colonisé. Donc c'est quelqu'un qui avait sa propre idée par rapport aux conquêtes de la France, hein, par rapport à l'empire colonial. Parce que justement, on commence avec un personnage qui est très désagréable, très antipathique. Oui. Donc on ne s'attache pas du tout à lui au début. Mais au fur et à mesure, on apprend que c'est quelqu'un quand même de très brisé. Oui. Et c'est quelqu'un de très sensible et qu'il y a des événements qui font en sorte qu'il est ce qu'il est. Tout à fait. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a quand même une évolution du personnage. Oui, il y a une évolution. Oui. C'est-à-dire que dès le départ, je trace un portrait du personnage. L'histoire, elle commence un 18 octobre 61. Octobre 61. Oui. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Paris. Oui. Les Algériens ont été jetés à la Seine. Oui, ça a été un événement terrible pour les Algériens, mais qui a précédé la libération. Oui, mais c'est un événement majeur qui a justement sensibilisé l'opinion internationale par rapport à la question Exactement, algérienne. par rapport à l'exaction de la France, les exactions de la France en Algérie. Et donc j'ai commencé par ce détail. Il dit que c'était le jour où on a balancé les Algériens dans la Seine. Oui. C'était une journée d'une fraîcheur caressante, c'est-à-dire qu'il y avait un détachement par rapport à la souffrance des Algériens. C'est ce décalage qui rend la scène encore plus brutale, Exactement. encore plus tragique. Et j'entame le roman de cette manière. Oui. Mais ensuite, j'ai cette volonté de rendre le personnage non pas attachant, mais on va dire que le personnage est ce qu'il est par rapport à des circonstances qui l'ont forgé. Exactement. Par rapport à la mère insensible dont je t'ai parlé, par rapport à la souffrance de son père. Oui. Et par rapport aussi au traitement médiatique de l'époque vis-à-vis de la question algérienne. Et par rapport au traitement médiatique, parce que c'était quelqu'un qui avait son idée, qui ne vivait pas en Algérie. mais qui n'était pas confronté à la réalité du terrain. Exactement. Parce que même si c'est une fiction, mais ça se passe dans un cadre qui est jonché de détails qui ont véritablement lieu. Que ce soit des anecdotes avec des réalisateurs, notamment sa rencontre avec Louis Buñuel, et qui échange sur un western qui venait de sortir, à savoir La fièvre monte à El Pao, et qui est un véritable film qui a existé. On va aussi parler de sa rencontre avec le groupe Black Sabbath, etc. Exactement. Donc même si, on le rappelle, c'est un personnage de fiction, et c'est une histoire de fiction, mais elle se passe dans un cadre qui est purement réel. Oui, un cadre historique. Oui. Je me refuse de dire que c'est un roman historique, ce n'est pas le cas. Je tiens à préciser, je ne suis pas historien, je suis romancier. Oui. C'est un roman qui utilise comme toile de fond l'histoire. Oui. Et voilà, je ne pense pas être suffisamment habilité pour écrire un roman historique. Alors Mehdi, parce que malheureusement on arrive au terme de l'émission, donc c'est dommage. Malheureusement, donc on va juste parler brièvement de ton tout dernier, qui est aussi un superbe ouvrage, à savoir ton recueil de nouvelles En dépit du temps. Est-ce que tu aurais besoin de t'éloigner un peu vers quelque chose de plus intimiste suite à ce roman très riche et très dense que tu as, on va dire une fresque historique que tu as dressée? Bon, je salue au passage Karim Chir et Samia Zinadi, mes éditeurs, sans qui cet ouvrage ne paraîtrait pas. Oui, et c'est les éditeurs... des éditions APIC. Oui, absolument. Donc je les salue. Bon, en écrivant d'épée du temps, j'ai eu la volonté d'écrire un ouvrage à contre-emploi. Il y avait l'écriture de l'autre côté. Ensuite, j'ai écrit un manuscrit, Médecins, toujours le roman qui utilise comme toile de fond l'histoire.
Oui. Et je voulais écrire quelque chose de plus soft, Oui. disons, aussi de plus accessible Oui, tout à fait. à tout type de lectorat, du plus jeune au plus âgé. Et C'est quand même un beau voyage à travers le temps, ce recueil, parce que quand même il nous fait voyager à travers nos souvenirs, la nostalgie, bien que c'est des souvenirs d'un personnage de fiction, ce n'est pas un ouvrage autobiographique, on tient à le préciser, ce n'est pas votre histoire, mais c'est les souvenirs d'un personnage qui s'appelle Abdelhadi. Oui, voilà, et qui va se replonger dans ses souvenirs d'enfance, et les souvenirs, chaque anecdote est composée comme une nouvelle. Voilà. oui, c'est un petit peu le principe de... Une nouvelle avec un dentiste, avec même un citronnier, etc. Donc, voilà. Ouais, c'est un petit peu le principe du roman. Enfin, certains le considèrent comme roman et certains le considèrent comme nouvelle. C'est vrai, c'est assez Les particulier. Pâturages du ciel Tout à fait. Oui. de John Steinbeck. Oui. Donc, Les Pâturages du ciel, c'est un ensemble de nouvelles. Mais le personnage principal, ce n'est pas un personnage, mais c'est le village. C'est Pâturage du ciel, Pasturas del cielo. Tout à fait. Donc il y a des personnages récurrents, hein, c'est-à-dire dans toutes les nouvelles, il y a les mêmes personnages, mais elles sont plutôt, sont pas ce n'est pas les personnages principaux, ils sont plutôt reculés. Oui. Donc en dépit du temps, c'est vrai que ça aurait pu être un roman. Du fait qu'il y a le personnage principal, Abdelhadi, le personnage omniprésent. Il y a 11 nouvelles. Ces 11 nouvelles, c'est des fragments, c'est des puzzles. Oui. C'est-à-dire qu'il suffit de les regrouper pour avoir un tout, pour connaître un petit peu la personnalité d'Abdelhadi. Donc j'explore plusieurs sentiments. J'explore la peur, j'explore la honte, l'amour. Tout à fait. Tout à fait. Là-dessus, tu me tends une perche parce que c'est quand même une palette d'émotions. Oui. C'est un roman que je pourrais, un ouvrage Oui. que je pourrais qualifier de bipolaire, parce qu'il y a des anecdotes très drôles. Après, on va des anecdotes beaucoup plus dures. Exactement. Il y a des nouvelles déchirantes. Tout à Et fait. juste après, on bascule vers une nouvelle qui est à mourir de rire. Tout à fait. Voilà. Donc c'est littéralement une enfance avec tout ce qu'elle englobe. Peur, les sentiments amoureux. Toutes les expériences de l'enfance, selon moi, je veux dire, Tout à fait. le premier mensonge, la première fois chez un médecin. Exactement, qui est très drôle d'ailleurs. Oui, premier animal de compagnie. Oui. Oui. Le rapport par rapport à la nature. Oui. Les grands-parents. J'explore plusieurs sentiments et les facettes du personnage Abdelhadi, qui est un personnage pas comme les autres. C'est-à-dire que j'explore son plus jeune âge, c'est-à-dire à l'époque où il était à la maternelle, Oui. là où il rencontra Nassima, Oui, tout à fait. et jusqu'à la préadolescence. Oui. Donc ça s'étend sur 10 ans normalement. C'est de 89 Oui, à 99. disons, oui, entre 89 et 99. Voilà. Parce qu'il y a même des aspects par rapport à l'époque. Exactement, oui. Qui sont cités, tout à fait. Par rapport à la chanson, j'évoque aussi le cinéma. Ouais. Bien sûr, le cinéma, notamment quand ça concerne la fin des années 80 c'est film et d'action, début des années au moment de 90, l'époque. c'est surtout les superstars du cinéma d'action. Oui, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Schwarzenegger, Norris, Seagal ou Van Damme. Oui, tout à fait. C'est des moments qui ont fait partie de la vie des personnes en général qui sont nées dans les fin des années 70, début 80, Tout à fait. Ouais. même dans les années 90, Mais ils peuvent se reconnaître là-dedans. justement, là-dessus, c'est ça qui est le plus brillant, on va dire, dans cet ouvrage. C'est que même si c'est des anecdotes que pas forcément tout le monde a vécu, mais c'est que ça nous fait plonger tout de même dans une nostalgie et dans un passé qu'on n'a pas vécu. Et c'est ça le plus brillant, c'est que la manière dont c'est écrit, dont c'est décrit, dans les détails, ça nous plonge dans un passé qu'on n'a pas vécu. Donc à la fin, on est nostalgique d'un passé fictif d'un personnage, et c'est ça qui est le plus beau dans Je veux dans dire cet que ouvrage. même si l'histoire n'a pas été vécue de la même manière, Oui. mais ma volonté, autant qu'auteur, c'était de faire en sorte
bon, même si l'histoire n'était pas vécue de la même manière, c'est que qu'elle pousse quand même le lecteur à se reconnecter oui, avec son passé ou avec une histoire qui ressemble de près ou de loin à celle qui est relatée dans ce... Tout à fait. Tout à fait. À celles qui sont relatées dans ce recueil. Exactement. Donc Mehdi, avant de finir, pour les téléspectateurs qui nous suivent, Oui. Et s'ils veulent se procurer vos ouvrages, où est-ce qu'ils peuvent les trouver actuellement Oui, ils pourraient me contacter ou contacter mes éditeurs. Par exemple, oui. Oui, Très c'est bien. possible. Parfait, parfait. Mais par rapport à mes derniers ouvrages, ils sont disponibles. Très bien. En fait, je parle surtout du premier. Dans le cas où- le premier, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'il n'est pas assez bien distribué. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir cet auteur qui est fascinant par son originalité et par la diversité de ses thématiques, Mehdi Messoudi, qui est actuellement disponible chez les bons libraires. Alors, Mehdi Messoudi, merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation et merci pour le beaucoup café. d'avoir accepté déjà de prendre un café avec nous et papoter sur votre parcours et Grand plaisir, c'est un grand plaisir. très très beaux ouvrages. On espère aussi une sortie imminente pour le tout prochain. Inch'Allah. Oui, pour cette année, ce sera peut-être pas possible, mais espérons pour l'année prochaine. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite Inch'Allah. plein succès pour la suite de votre carrière littéraire. Merci à vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.